Bienvenue à cette nouvelle rencontre de Place Publique et merci d'être présent, toujours assez nombreux, donc c'est très bien. Et je voudrais accueillir Jean-Laurent Féliziat et lui dire tout le plaisir que je l'ai à l'accueillir à cette rencontre au nom de Place Publique. D'abord parce qu'on se connaît, nos chemins se sont croisés plusieurs fois sur les sentiers de la pédagogie, de l'éducation à l'environnement, que ce soit au Jardin du Réole, etc. Mais surtout parce qu'on a avec Jean-Laurent un spécialiste quand même, un paysagiste, naturaliste, ingénieur horticole. Et au-delà de ses compétences, il est aussi un militant très engagé, qui met ses compétences au service de la réconciliation de l'homme avec son environnement. Je peux le dire comme ça, tu nous en diras peut-être un peu plus. Certainement un peu plus tout à l'heure. J'ai trouvé une expression qui te qualifie bien, tu me diras si elle te convient aussi. Je te qualifie de jardinier du beau. D'ailleurs, tu as reçu à ce titre de nombreuses récompenses, je ne les citerai pas. Mais aussi, tu es un résistant. Et ça me plaît bien parce qu'à la Place Publique, nous sommes aussi des résistants. Un résistant aux agressions et aux pressions de toutes sortes que subit notre territoire littoral. Alors, il y a un bel exemple de cette résistance, c'est la pétition que tu as lancée pour préserver et défendre la loi littorale, que certains voudraient effectivement détricoter pour recommencer à bétonner le littoral comme au bon vieux temps. Et tu as réussi à réunir 360 000 signatures, et même un peu plus, je crois. Et du coup, eh bien, cette loi, elle continue à agir et à protéger nos espaces littoraux. Et je crois que collectivement, on doit en être très, très reconnaissant. Et plus particulièrement à Cogolin, où ces espaces littoraux, comme ailleurs, sont menacés. Puis on a un sujet quand même qui est très préoccupant, c'est le sort du terrain du Yotel, pour lequel, avec d'autres associations, le président de Sauvons-le-Yotel est présent ce soir, je le remercie, et Place Publique, nous nous battons pour préserver et aménager cet espace durablement. Alors tu vas nous parler du changement climatique ce soir, et effectivement il affecte notre territoire, on le sait, puisque de plus en plus on voit se succéder de longues sécheresses, et puis de temps en temps des épisodes pluvieux très très violents. Et c'est vrai que ce changement climatique appelle des changements de comportement, et surtout des changements dans nos manières de concevoir l'aménagement du territoire, qui doit être revu de fond en comble du fait de ces changements. Ces évolutions n'ont pas forcément eu lieu avant qu'on prenne conscience et qu'on mesure le changement climatique, puisqu'en général, on demandait à l'environnement de s'adapter à une urbanisation un peu désordonnée et excessive. Moi, je l'ai vécu avec l'eau, puisque j'ai travaillé principalement dans ce domaine, où on demandait à l'eau de s'adapter à toutes les situations. Sauf qu'à la fin, on le sait, l'eau, elle reste la plus forte. Alors je vais te laisser la parole pour nous présenter tes réflexions sur ce sujet qui est d'une très grande importance, qui est passionnant et je suis sûr qu'il va vous passionner à tous. Je vous remercie. Merci. Alors vous avez vu, je suis équipé de manière très moderne. Je ne suis pas encore en invitation, ça ne va pas tarder. Mais je remercie d'abord l'association qui me fait l'honneur de cette invitation. Je suis d'accord avec Francis, on est tous des résistantes et des résistants qui faisons de cet engagement citoyen un ouvrage quotidien, militant du quotidien comme certains et certaines diraient. Et le combat est long, le chemin aussi très, très encombré, épineux quelquefois, puisqu'on se retrouve quelquefois et en quelques endroits confrontés à des points de vue, pour ne pas dire des prismes qui nous échappent. C'est le cas ici à Cogolin, quand on parle de la gestion municipale, mais je vous rassure, il y a d'autres endroits dans le Var et sur le littoral où c'est pas mieux. Sans l'étiquette, quelquefois ça ressemble au produit. Alors, c'est vrai qu'on pourrait tous s'alanguir de manière romantique sur le dérèglement climatique et se dire que c'est un fait établi, que quoi qu'il arrive, on n'échappera pas à la catastrophe, qu'elle est en cours, etc., etc. Moi, j'ai choisi ce soir de décliner ce sujet avec vous, plutôt de manière heureuse,
parce qu'on n'a pas le droit d'abandonner le combat, et que même si c'est un combat qui s'est engagé depuis bien longtemps, dont on a pris compte avec peut-être un peu de retard, de décalage, les consciences collectives se sont éveillées, on le voit bien, la situation amène les gens à des comportements qui évoluent, alors quelquefois qui sont rattrapés aussi par le consumérisme, puisqu'on a à la fois un cerveau cortical mais aussi un cerveau reptilien, donc c'est pas évident de toujours faire face et de rassembler les deux lobes du cerveau pour qu'ils soient harmonieux. Et c'est vrai que, voilà, on est aussi des consommateurs, quelquefois pas forcément acteurs, et on est rattrapé par cette prédation qui est aussi notre souffle et notre désir à toutes et tous. Donc il faut se domestiquer et être dans le vrai chemin, celui qui consiste à partager les richesses, consiste à partager le territoire. Alors pourquoi décliner ce dérèglement climatique au biome méditerranéen et surtout à l'espace méditerranéen? Parce que on pourrait dire que c'est applicable à tous les territoires, quels qu'ils soient, les territoires boréales, subtropicales, désertiques, prédésertiques. En fait, on s'aperçoit que quand on se penche en profondeur et dans le détail sur le dérèglement climatique, le sujet va frapper les latitudes qui sont de l'ordre du 35e au 40e degré de latitude nord comme sud, puisque je vous rappelle que le climat méditerranéen s'applique aussi bien dans l'hémisphère nord que l'hémisphère austral, et on replierait la carte au milieu, à l'équateur, on se retrouverait avec des latitudes qui correspondent. Eh bien, parce que le phénomène d'accélération du climat, qui le dérègle, va être amplifié sous cette latitude méditerranéenne. Pourquoi ? Parce que la Méditerranée a toujours été, surtout le pourtour méditerranéen, le lieu d'enjeux à la fois humains, historiques, climatiques et biologiques, qui a servi de socle à toutes les mobilités, les migrations bien sûr, mais aussi la circulation des espèces végétales, animales, terrestres, marines, et on s'aperçoit que c'est là que la biodiversité est la plus grande sur des espaces qui sont confinés quelquefois à très peu de mètres carrés. Donc j'ai choisi la Méditerranée parce que c'est aussi là que l'essor démographique est important. C'est là que les gens en Californie, au Chili, en Afrique du Sud, mais aussi sur tout le pourtour méditerranéen se retrouvent pour vivre, pour cohabiter, pour consommer, pour produire, pour jeter des déchets. Et donc cette densité de population n'est pas de nature à apaiser l'équilibre humain et l'équilibre économique pour faire qu'on trouve des solutions durables pour penser, avec un A, aux solutions du dérèglement climatique. Alors bien évidemment, l'état des lieux écologiques en 2020, c'est ces impacts du dérèglement climatique qu'on peut pointer, et en Méditerranée plus qu'ailleurs, où on relève, on estime cette hausse en cours des températures moyennes qui peut demain, quand je dis demain pour une autre génération, peut-être que nous la connaîtrons, puisque c'est dans 30 ans, 2050, 1,5 degré à 2 degrés de hausse des températures moyennes. Alors ce n'est pas les températures au jour le jour, ça veut dire qu'il peut y avoir des températures extrêmes de l'ordre de 8 à 10 degrés selon les contrées sur ce pourtour méditerranéen. Et ça peut être catastrophique pour l'équilibre de la biodiversité de la vie en général. C'est aussi une action, cet impact écologique sur le climat, avec des fréquences aléatoires, et surtout, comme le disait Francis tout à l'heure, ces fameux épisodes cévenols qui ne seront plus de nature à définir les crues centennales, mais vont devenir décennales, voire pluriannuelles. Et on le voit dans le bassin, que ce soit pour la Gisque ou le Bataillé du côté du Lavandou, les inondations frappent l'aménagement du territoire, l'urbanisation et bien évidemment la nature. Et puis cette disparition, et on en touche du doigt en ce moment la réalité de la saisonnalité. Alors on n'avait pas les 4 saisons en Méditerranée, sauf dans l'intérieur des terres, mais on avait au moins 2 saisons marquées. Une saison, la belle, non pas celle du tourisme de masse, mais celle pour la nature, d'octobre à mai, et puis une autre où l'estivation, c'est-à-dire la période de repos,
amener les populations végétales et animales à des comportements pour se protéger de ces excès de température et d'insolation. On les a plus, puisque regardez aujourd'hui, nous sommes le 26 mars, et on a des floraisons qui ont commencé avec près d'1 mois et demi, voire 2 mois d'avance. Les nouaisons, c'est-à-dire la formation des fruits, avec quelques jours ou quelques semaines d'avance selon les variétés arboricoles. Et puis tout ça crée des décalages, puisqu'on va avoir à la fois des débourrements, des apparitions de parasites, le retard des auxiliaires de culture, et donc un déséquilibre qui va se créer, là où autrefois il était lubrifié, huilé sur la durée pour justement éviter l'artificialisation de la nature. Et puis bien évidemment, une érosion littorale qui est importante, puisque les risques de submersion marine se sont accrus, et petit à petit viennent grignoter ce littoral qui est un tampon extraordinaire à la hausse du niveau des mers, et surtout à la protection de l'arrière-dune, qui est le commencement de la vie sur Terre. Ce littoral, c'est le trait de côte qui assurait la transition entre la Terre et la mer. Et puis on n'en parle jamais, parce que forcément, c'est une échelle de temps qui nous dépasse. Le cycle solaire de 24 000 ans qui, quelquefois, et on est en plein dedans, apporte par l'inclinaison du Soleil sur la Terre un supplément, une accélération, même s'il y a l'infinitésimal, de ce dérèglement climatique. Et les faits convergent. Il y a à la fois l'activité humaine qui a accéléré par 5 le dérèglement climatique, le réchauffement, qui est aussi à un cycle naturel, et puis le cycle solaire qui est à son apogée depuis 24 000 ans. Alors, bien sûr, on peut toujours accuser l'homme d'être sur Terre et d'avoir apporté son lot à ce dérèglement climatique. Mais regardez quand même parce que même s'il ne faut pas culpabiliser d'être heureux à vivre ensemble, on a quand même certains facteurs, certains paramètres dont on pourrait évaluer les conséquences et donc trouver des solutions alternatives pour les faire varier sur la durée, dans le temps. Cette pression anthropique, elle est généralisée sur les espaces naturels. Est-ce que vous avez idée du pourcentage d'espaces naturels qui aujourd'hui n'a pas été ou n'est pas fréquenté par l'homme sur le territoire national? Sur le territoire national, c'est moins de 0,5%. Et sur le biome méditerranéen tout entier, là où vivent à peu près, entre 240 et 1 milliard d'individus, selon les périodes, puisque la pression du tourisme sur le biome méditerranéen est importante, ça peut aller du simple au quintuple, c'est 0%. La Méditerranée est occupée tout entière par l'homme. Méditerranée au sens très large, qui part depuis la Californie jusqu'au Chili, en passant par l'Afrique du Sud, le sud-ouest australien et tous les pays du pourtour méditerranéen. Il y a 0% aujourd'hui d'espace vierge que l'homme n'ait pas emprunté. Autrement dit, cette pression anthropique, elle existe. Elle existe sur les espaces tout court, pas sur les espaces seulement naturels. Et donc, notre activité produit une émission de CO2 5 fois supérieure à la normale, à la balance naturelle, puisque, par définition, l'oxygène et le CO2 se bagarrent pour créer un équilibre atmosphérique qui, quelquefois, selon les périodes des temps géologiques, peut favoriser plus de CO2. C'était le Permien, 250 millions d'années. Ça a été le Carbonifère, beaucoup plus encore avant. Et puis, petit à petit, un rééquilibrage que seul le règne végétal est parvenu à compenser. C'est-à-dire que plus il y avait de CO2, moins l'homme aurait pu respirer, mais plus la végétation a proliféré, parce que lui, il se nourrissait de ce CO2. Autrement dit, on pourrait très bien dire c'est mauvais pour la planète que ce dérèglement ait lieu. Pas du tout. Ça serait mauvais surtout pour nous, mais pas pour le règne végétal qui, lui, tirerait son épingle du jeu. Il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que demain, on va trouver des solutions, mais en attendant, on a commencé depuis 1850 à produire des émissions de gaz à effet de serre, et cette répercussion va durer jusqu'en 2200. Donc autant commencer maintenant. Et puis, une démographie exponentielle, on va le voir tout à l'heure sur la diapositive qui va suivre, et puis aussi le droit au développement économique pour tous. Imaginez-vous le niveau de vie
de près de 4 milliards d'individus, qui est 5 fois moins supérieur, c'est 5 fois moins important que les peuples occidentaux. C'est l'Inde, la Chine, qui demain nous disent mais pourquoi on n'aurait pas chacun de nos ménages 2 ou 3 voitures? Vous l'avez bien fait, vous, pendant 150 ans ou plus. Donc ça pose quand même cette question. Alors voilà cet enjeu démocratique qui est complexe. C'est un état du monde qui est à amortir. Regardez, à l'échelle de 2100, cette population qui atteindra les plus de 10 milliards d'individus sur la planète. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit que à la recette des États-Unis ou de l'Europe développée, il faudrait déjà 5 planètes pour pouvoir vivre tous pareils. Ça pose un sacré problème parce que je ne sais pas où on va trouver ces 5 autres planètes demain, et encore moins les 5 autres qu'il faudra en 2100. Et puis bien sûr, quand on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, il y a des bilans carbone qui sont assez significatifs, sans vouloir culpabiliser les uns qui mangeraient de la viande, ceux à honorer qui n'en mangeraient pas, ceux qui prendraient plutôt le train ou la voiture. On est tous dans un mode de consommation qui nous contraint, parce que l'aménagement du territoire n'est pas au rendez-vous de ce qu'il aurait fallu faire pour être dans un équilibrage de à la fois cette répartition de services publics et puis d'un quotidien qui soit le moins énergivore possible. Regardez plutôt. 275 kilos de gaz à effet de serre émis pendant leur fabrication pour faire un ordinateur. Qui aujourd'hui n'a pas un ordinateur? 5 kilos pour un hamburger qu'on a mangé en moins de 5 minutes. 27 grammes pour un œuf qui est pondu tous les jours. 27 grammes pour un œuf de batterie, seulement 6 grammes pour un œuf de plein air. 9 kilos pour 1 kilo de tomates, produit à contre-saison, seulement 500 grammes, 1 kilo de tomates, cueillis à la bonne saison. Tout ça nous induit quelque part à des comportements nouveaux, pour finalement échapper à ce monde irrespirable. Et puis, cette crise démocratique sans précédent, c'est... On a beau chercher à redéfinir le mot progrès, on ne sait pas comment il faut l'articuler au jour d'aujourd'hui avec cette histoire de dérèglement climatique. La démocratisation au plus grand nombre, oui, mais si encore c'était pour l'accès aux soins pour tous, si encore c'était pour résoudre le problème de l'eau potable accessible à tous dans le monde, quand aujourd'hui, Francis me mentira si je dis des bêtises, mais c'est encore 1,4 milliard d'individus qui n'y ont pas accès. La nature spectacle, parce que moi je veux un jardin, parce que je veux être dans la représentation de la nature. Mais c'est pas ça la nature. C'est juste la société du spectacle qui transfère l'idée de nature sur un espace confiné. Et effectivement, on veut un jardin qui fleurit tout le temps, parce qu'on a perdu le sens que la nature s'arrêtait aussi de temps en temps, avait besoin d'un repos de végétation. Comme nous, d'ailleurs, dans nos biorhythmes à tous. Le rapport consumériste de l'espace, du temps et de l'autre, c'est la marchandisation du vivant, c'est gagner du temps par l'avion et grignoter de l'espace comme si l'étalement urbain pouvait répondre favorablement au logement pour tous. Ce sont des acquis qui aujourd'hui, dans la pensée collective, nous semblent tout à fait normaux, mais qui échappent au bon sens pour sortir de la dynamique engagée qui crée ce dérèglement climatique de plus en plus. L'approvisionnement en eau, bien sûr, les besoins et les usages différents. Pourquoi aujourd'hui je ne pourrais pas remplir ma piscine en période de restriction? J'y ai droit, j'ai payé. Et pourquoi un agriculteur, lui, qui a décidé de se reconvertir à l'agriculture biologique, paierait la même eau que celui qui va l'épuiser en faisant du maïs? Tout ça, je le pose bien évidemment de manière interrogative et pas coercitive ou punitive. Ce sont des questions, et bien sûr le débat qui suivra nous permettra peut-être d'engager des pistes de réflexion
Et puis, bien évidemment, ces phénomènes de concentration et d'accroissement démographique que je décrivais tout à l'heure, dans le biome méditerranéen, la population peut être multipliée par 20 selon les bassins touristiques. J'ignore ce qu'a dans le bassin cogolinois, mais au Lavandou, par exemple, c'est 6 000 habitants l'hiver, 80 000 entre juillet et août. Il faut que les installations, les édifices publics, puissent suivre par leur dimensionnement, leur calibrage, pour éviter les catastrophes de pollution, notamment par rapport à l'assainissement, ce qui est compliqué quelquefois, parce qu'on a des pics de production d'eau usée. L'urbanisation massive et anarchique, bien évidemment, ça touche à ce littoral méditerranéen, puisque tout le monde veut voir la mer, et le plus près possible, si possible, au cas où on ne pourrait pas marcher pour aller sur la plage. Les pieds dans l'eau, regardez aujourd'hui ces catastrophes d'érosion côtière en Espagne, quand on a construit les pieds dans l'eau à Alicante. Aujourd'hui, la mer creuse sous les fondations de ces bâtiments, et c'est pas fini. Et enfin, la nature vue comme matière première consommable, je plante, ça meurt, je replante. J'y ai droit, je paye. C'est cette fameuse marchandisation du vivant. Et vous allez me dire, tout ça, pourquoi ça n'a pas été régulé? Parce que on est dans ce moment de l'histoire où il y a aussi une crise politique majeure. Le poids des lobbying, demandé aux eurodéputés. À quel point la Commission européenne aujourd'hui est phagocytée par la présence de Monsanto, pas seulement, mais de tous ceux qui diraient mais les médicaments ça sert à quelque chose, et surtout celui-là, et pas un autre. L'accaparement des richesses par quelques-uns, qui effectivement jouent un rôle majeur dans le volume d'argent qui pourrait être utilisé pour à la fois aménager le territoire et créer ce qu'on appelle le lien social avec l'accès à des services publics équilibrés. La suprématie des pétromonarchies, parce que effectivement ces énergies fossiles jouent un rôle majeur dans le dérèglement climatique, que ce soit pour le charbon, en Chine c'est encore le cas, ou le pétrole, en Moyen-Orient, aux États-Unis avec les gaz de schiste, qui ont soi-disant compensé la perte de cette suprématie vis-à-vis du pétrole en créant de l'indépendance énergétique, alors que c'était, une fois de plus, ouvrir des brèches pour créer des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, le succès des populistes, qui, eux, jouent et surfent de manière assez perverse sur les solutions à apporter au dérèglement climatique par le repli sur soi, des postures identitaires ou la fermeture des frontières. Chose qui est à contre-nature, puisque aussi bien les végétaux que les animaux, mais aussi les êtres humains, ont toujours circulé, parce que c'est la loi de la nature, la mobilité des espèces. Et enfin, 3 paramètres assez importants, un frein au développement des énergies renouvelables, et on repart vers le premier point, parce que le poids des lobbying est là pour freiner ces énergies renouvelables qui viendraient apporter des solutions beaucoup plus propres et beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre, une agriculture productiviste qui est toujours là pour du plus, en tirant sur des ressources naturelles, et puis l'optimisation et l'évasion fiscale. L'optimisation, c'est de dire, attention, on va capter des finances, on va les concentrer là où il faut, et en gros, elles ne serviront pas à être utilisées à des fins de solution pour le dérèglement, contre le dérèglement climatique, ce qui revient à dire aussi que quand on veut échapper à l'optimisation, on choisit un territoire qui soit favorable pour s'évader fiscalement. Bon, quand je dis ça, on a soit la solution du pistolet, ou alors de l'apéro, on arrête tout de suite, ou alors on se dit, on se retrousse les manches, et on imagine qu'en 2050, on a réussi. Regardez, c'est belle cette Méditerranée. Pas loin de Gibraltar, on a les Baléares, la Corse et la Sardaigne. Il ne fait pas trop mauvais, il y a quelques nuages, ce sont ces fameuses pluies de convection. On a réussi. Pourquoi on a réussi? Parce qu'en Méditerranée, en 2050, on a trouvé ces solutions. Un plan mobilité,
qui en 2025, c'est-à-dire juste dans quelques années, a réduit le trafic automobile de 60%. Les pros, c'est-à-dire moi, qui suis chef d'entreprise, on circule à l'hydrogène, on émet de la vapeur d'eau, et quelque part, on sert la nature dans un bilan carbone qui n'est pas idéal, mais qui n'est pas non plus catastrophique, puisqu'on réinjecte dans l'atmosphère de la vapeur d'eau. On ne pouvait pas faire mieux, mais on a 80% du parc français qui marche au moteur hybride. Le transport collectif, c'est plus cette arnaque, c'est effectivement quelque chose qui sert le quotidien collectif pour se déplacer, pour aller travailler, pour aller étudier. Les grands trajets sont beaucoup plus taxés, les autoroutes sont redevenues publiques et, bien évidemment, les péages moins chers. On a retiré cette manne financière des grandes entreprises, qui petit à petit d'ailleurs se réjouissent de ce cadeau offert par l'État. Le ferroutage a enfin fait chuter le transit de camions sur les routes. Et les modes doux de transport, comme on peut le pratiquer quand on a un vélo, quand on fait du covoiturage ou quand on partage une auto dans les collectivités qui ont engagé ce processus, sont défiscalisés. C'est-à-dire que, en gros, vous payez moins d'impôts parce que vous produisez par vos transports particuliers moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui, avions, paquebots, poids lourds sont enfin taxés, comme nous le sommes nous, sur l'essence ou le diesel. Voilà comment on a réussi en se déplaçant en Méditerranée en 2050. Mais on a réussi aussi parce qu'on cultive et on se nourrit de manière complètement différente. Les zones agricoles protégées ont fait l'objet de mesures systématiques sur l'ensemble de l'arc méditerranéen, pas seulement en Méditerranée occidentale, mais aussi en Méditerranée orientale, là où on utilise encore aujourd'hui, malgré le plan zéro phyto en France, des produits phytosanitaires, et où on mange des produits qui sont soi-disant issus de l'agriculture biologique, mais pas avec les mêmes conditions de certification. Et du coup, la déprise agricole a été stoppée, parce que ces zones agricoles protégées ont permis à des jeunes agriculteurs de s'installer. Ils ont été aidés en plus. La conversion vers le bio est soutenue et procède aussi d'exonération fiscale. Les semences et les variétés locales échappent aux grands semenciers et bien évidemment sont valorisées et ouvertes au libre-échange. On peut désormais, comme ça s'est toujours fait dans le monde rural, se les passer d'un paysan à un autre ou de père en fils. Le biocontrôle a supplanté l'industrie phyto, et désormais on connaît l'auxiliaire qui va manger tel parasite, et on l'a ciblé pour pas qu'il en mange un autre. Chaque ville a lancé un programme local de souveraineté alimentaire. Donc Ogolin a son propre paysan en régime municipal. Bien sûr, la mairie a changé depuis. Les coopératives sont en recrudescence parce que c'est ce mode de partage, à la fois de la production et de l'écoulement, qui rend les paysans dignes de leurs revenus. Et puis, les excédents de production sont utilisés pour la solidarité méditerranéenne. Il y a trop produit, on ne jette pas, on redistribue, on échange, et on crée justement cette balance entre les peuples. Et les eaux usées, pardon, je ne sais pas pourquoi, c'est un lapsus qui n'est pas de circonstance, sont recyclés pour servir des bassins agricoles de production, là où ça se produit déjà en Afrique du Nord, puisqu'ils ne sont pas avancés comme nous dans le traitement des eaux usées, mais comme ils font dans une sorte de lagunage un peu artisanal, ils repompent dedans une eau qui a été filtrée ou phytoépurée et qui sert aux cultures. Là où chez nous, on a peut-être été un peu loin dans l'aseptisation de l'eau pour éviter, soi-disant, des problèmes sanitaires, et on échappe à cette ressource qui pourrait être intéressante pour certains paysans. C'est ça, Francis ? Bien sûr. Tout à fait. En Méditerranée, en 2050, on a mis l'accent sur la vie et sur le vivant. Les corridors écologiques ont tous été réhabilités, que ce soit pour les ruisseaux temporaires, les zones humides,
partout où la biodiversité, comme on le sait aujourd'hui, était en déclin. Alors vous allez me dire, ça servit à quoi? Quand on a une biodiversité qui exprime réellement cet équilibre et ce jeu de dynamique des populations, la nature joue son rôle tampon par rapport à l'agriculture. Là où autrefois on avait ce qu'on appelait des bocages, des haies mixtes, et non pas des paysages homogènes, monospécifiques, cette diversité permettait d'amortir les attaques parasitaires. J'ai lu d'ailleurs un article à ce sujet sur cette biodiversité alliée de l'agriculture sur les palmeraies de dattiers au Maroc, qui jusque dans les années 50 n'étaient pas fauchés au sol et de fait entretenaient une certaine humidité et donc permettaient à certains virus d'être beaucoup moins virulents que sur des sols ingrats, asséchés, fauchés ou voire surpâturés. À partir des années 55, au Maroc, il y a eu une espèce de vision un peu manichéenne de la gestion d'espaces agricoles, comme s'il avait fallu éviter une concurrence virtuelle du sol par d'autres espèces. Et petit à petit, ces sols se sont asséchés, les échanges gazeux ont été beaucoup moins importants et les palmiers ont été vulnérables. Quelquefois, ce n'est pas le support qui accompagne la nature, c'est la plante qui est un peu patrimoniale, qui résiste et donc fait bouclier à certaines maladies. Et lorsque ce bouclier a été rompu, eh bien, la maladie, le parasite ou le ravageur se sert de cet individu premier hôte, pour effectuer le pont sur toutes les autres espèces végétales. « 90% des écosystèmes ont été enfin rééquilibrés et renouent avec leur habitat originel, c'est-à-dire en gros, on n'intervient plus, on n'est plus dans cet interventionnisme de la nature, on laisse faire les dynamiques de population. Ça vaut pour les espaces qui ont subi l'incendie de forêt, où on se dit il y a eu une coévolution de ces milieux naturels avec le feu, la cicatrisation va se faire. On n'intervient pas pour planter telle ou telle espèce qui serait plus forte que celles qui ont brûlé, au seul prétexte d'accélérer le processus de reforestation. Les zones de réserve biologique intégrale créées sur terre, sur mer, ont permis de conforter des réserves faunistiques et halieutiques. Regardez Porquerolles. Dès lors que les densités de poissons sont devenues trop importantes, elles sortent de ces aires marines adjacentes et vont dans les territoires de pêche, là où la réglementation n'est plus de mise et où les pêcheurs les pêchent. Preuve donc que dès qu'on crée des réserves biologiques, c'est ni pour embêter les pêcheurs, ni pour embêter les chasseurs, c'est juste pour permettre ces lieux de reproduction, quelquefois un peu surdimensionnés, qu'on empruntait autrefois lorsque la démographie était moindre, mais lorsque le prélèvement était également beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Et puis, la gestion des espaces paysagers, des cultures, des voies de circulation prend en compte la biodiversité ordinaire. Et là, je me réjouis d'ouvrir un petit créneau sur cette loi sur la biodiversité. Je ne sais plus à qui j'en avais parlé un jour, tellement les jurisprudences se sont superposées pour protéger le littoral, et également quand il s'est agi de travailler sur un élément de défense pour le yotel, j'avais dit, mais attention, quelquefois les arbres, ou la flore en général, c'est une limite un peu hasardeuse pour prendre comme sujet de défense dans un combat de recours en opposition. Regardez si sur cet arbre-là, il n'y a pas un oiseau. Si l'oiseau est présent, c'est un habitat. Et si c'est un habitat, que cet habitat est vulnérable, on peut le protéger. Bim. Et de fait, petit à petit, les jurisprudences se sont fait jour et est apparue la biodiversité comme quelque chose d'extrêmement précieux. Mais parallèlement,
ça a ouvert un creuset sur la biodiversité ordinaire. C'est-à-dire que la simple plante, le pâturin, le laiteron maraîcher, devenait presque ordinaire au point qu'on ne s'en souciait pas. Donc on pouvait l'arracher. Sauf que cette biodiversité ordinaire, elle sert à la biodiversité extraordinaire. C'est qu'une ripisylve avec 2 espèces protégées en comporte 80 à côté qui ne sont pas protégées, mais si vous les supprimez, la ripisylve, elle disparaît. Donc là, quand je parle de cette biodiversité ordinaire qui est tenue pour actrice d'un équilibre des écosystèmes, c'est que demain, il faut qu'à tout prix, les dispositifs reconsidèrent la biodiversité dans son ensemble et pas seulement pour les espèces qui seraient seulement protégées. Et puis bien évidemment, les forêts, les espaces périurbains font plus preuve de gestion naturaliste. On a opéré une protection du feu en privilégiant les puits de carbone. Un platane qui fait à peu près 15 mètres de haut capte 18 tonnes de carbone par an. C'est aussi une des solutions à envisager pour vivre dans nos villes de manière beaucoup plus sereine, moins polluée, plus respirable. Et puis l'aménagement du territoire en 2050, on peut tous y croire à peu près. Hein. Après tout, on n'a pas trop le choix. Le littoral a cessé d'être urbanisé, on a commencé à construire des ouvrages souples pour ralentir l'érosion, et puis on a enfin évalué que les 60 cm de surcote étaient devenus réels, prégnants, et que par conséquent, il fallait absolument considérer que, petit à petit, cette urbanisation avait tout lieu d'être ralentie, pour ne pas dire stoppée. On a compris aussi que les ruisseaux côtiers avaient une valeur ajoutée incommensurable, parce qu'ils étaient là aussi pour engraisser le trait de côte, et donc on n'y bâtit plus. On ne fait pas comme sur les rives de l'Argent. Aujourd'hui, avec une mairie de la même étiquette qu'ici, veut encore construire la 3e phase de la base nature et gréver ce potentiel, ce capital de limon, d'alluvion, qui vient apporter le soutien à ce trait de côte. Le point zéro du NGF, le niveau général, est réévalué, parce qu'on se dit, comme on l'a fait au Yotel, en cas d'inondation, ce point zéro, il ne vaut rien. Il est à 2 mètres. Donc on recule. Et on crée des fonds dédiés, comme les fonds Barnier ont pu exister, pour dire aux gens, c'est vos biens et vos personnes qu'on va protéger. On commence à reculer. Et enfin, parce que c'est aussi une actualité qui nous remue, les sols artificialisés, on crée un plan Sol Plus pour offrir des espaces tampons aux pluies, et puis bien évidemment arrêter d'imperméabiliser, d'accélérer les fluides d'un point haut vers un point bas. Alors bien évidemment, c'est pour les Méditerranéens source de beaucoup de réflexion, mais aussi d'action, et donc dans cette action qui nous sépare d'aujourd'hui à 2050, on a compris qu'il fallait relocaliser les productions d'énergie et des énergies renouvelables, l'éolien, le biomasse, le solaire, et puis toutes celles qu'on peut aujourd'hui considérer comme à l'orée de leur expression. Les phénomènes de pollution ont été réduits de moitié, il n'y a plus de particules fines, on a arrêté nos bêtises de feux de jardin, qui tuent à peu près 50 000 personnes par an en France. Donc imaginez 50 000 personnes pour 60 millions d'habitants, combien ça fait pour Cogolin? À peu près 3 personnes. Chaque année meurent de ces particules fines. On a planté massivement des arbres pour lutter contre les épisodes de chaleur, dans les villes notamment, puisqu'on peut avoir des gradients de l'ordre de 10 à 15 degrés selon l'exposition des bâtiments, et donc jouer avec ce rôle bioclimatique des arbres. Et puis on a arrêté ces grands projets coûteux et inutiles, l'extension de la piste de la Mole, le Yotel pour X milliers de mètres carrés pour un habitat qui serait plutôt de nature à gréver et créer de la spéculation foncière et donc priver ceux qui vivent à l'année d'un logement digne. Et de fait, tous ces espaces qui sont aujourd'hui existants, qui sont des édifices publics,
ont permis d'accueillir de nouvelles surfaces d'énergie renouvelable. Alors, tout ça vous paraît peut-être un peu utopique, mais on n'est pas loin de tout ça, puisqu'il y a des pays qui ont commencé cette reconversion et qui ne l'ont pas fait à marche forcée, qui l'ont fait aussi parce que les citoyens avaient émergé petit à petit et fait émerger dans leur conscience l'idée que c'était possible. Alors bien sûr, le chantier est énorme, mais qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend vraiment 2050? Je vous pose la question et je serai ravi de débattre avec vous. On peut échanger. Bonsoir, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Puis j'aimerais quand même faire un petit clin d'œil, à savoir que 2050, si je calcule bien, j'aurai 102 ans. Donc est-ce qu'il ne serait pas possible de faire au plus vite pour que ces changements s'opèrent? Voilà, merci. Encore une ou deux questions, histoire que je mature un peu, parce que ça peut se tisser. Parce qu'il y a plein de choses, non, ça va. Oui, je dis c'est une hypothèse, parce qu'en 30 ans, il peut se passer des choses. Il y a des choses qui peuvent complètement basculer de l'autre côté. On peut pas savoir ce qui va se passer. Et je voulais dire une chose aussi, il y a 40 ans, il y a eu un article dans Le Monde qui a été publié, un article de fond, à propos de la forêt de Bornéo. Et il disait dans cet article que la forêt de Bornéo avait une forêt exceptionnelle, sous un climat tropical, et qu'il y avait à l'hectare plus de 800 espèces d'arbres différentes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente. Et en relation aussi avec l'habitat dont tu parlais tout à l'heure. Et ça, c'était il y a 40 ans. Le problème, il a été déforesté, soi-disant pour des arbres, du bois rare. Comme si les bois étaient rares, et il y a des bois qui ne sont pas rares, mais c'est extraordinaire aussi. Je veux dire, donc on a déforesté cette forêt, et ce qui s'est passé, c'est que comme c'est tropical et qu'il y a des pluies en permanence, l'humus, qui est une toute petite épaisseur dans une forêt qui peut être de plusieurs kilomètres carrés, a disparu. Donc les espèces ne repoussent plus. Voilà, ça c'est un exemple qui entraîne non seulement la disparition de ces plus de 800 espèces à l'hectare. C'est inimaginable. Nous n'avons pas d'équivalent ici en Europe. Non. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est le problème de l'habitat. Parce que ces arbres qui ont disparu, ont fait disparaître des habitats. Des moustiques, des trucs, enfin, qui soi-disant nous on n'aime pas, mais qui ont une utilité dans la nature. Mmh. Oui. Oui, je serai un peu décalé, comme d'habitude d'ailleurs. C'est pas grave. Il faut que, quand même que nous prenions conscience que nous sommes de la nature. Nous ne sommes pas humains, des candidats à la déification, mais que là, on ne doit pas voir ce que vous avez exposé d'une façon très complexe et très complète, mais on n'est pas sur une estrade à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Nous en faisons partie. D'accord. Et un simple exemple, c'est la question de l'énergie, bien entendu, qu'avant tout, il faut l'épargner. Ce n'est pas une question d'en produire et d'en produire toujours plus, même si elle est propre. La première question, c'est de faire des économies. Le rapport Brundtland est très clair là-dessus. Il faut tenir compte de nos besoins. Il sera très difficile de définir nos besoins, ça c'est certain, mais il est aussi certain qu'ils doivent évoluer.
Ça ne fait aucun doute. Et je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai connu ça étant petit, on utilisait l'énergie musculaire de l'homme et des animaux. Et c'est la seule qui soit gratuite. Allez, une dernière question, et après j'essaierai de faire une synthèse. Et après on reprendra un groupe de questions. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais revenir sur une petite phrase que vous avez dite à un moment donné, qui, à mon avis, est intéressante par rapport au message qu'on passe. Vous avez dit on produit du CO2 et en fait c'est bon pour les plantes parce que vous avez pris l'exemple du carbonifère, etc. Et souvent on essaie d'alerter les gens, de leur faire peur en leur disant faut sauver la planète, etc. En fait la planète elle s'en fout et elle se passera très bien de nous. Je pense qu'elle s'en sortira mieux, à moins qu'il y ait une espèce encore plus stupide que nous qui arrive, mais bon. Et ça peut être un message qui est intéressant à développer parce que, comme vous l'avez dit aussi, on a tous envie d'avoir un confort et on a pris goût à ces objets. Mais prendre conscience qu'il faut continuer à vivre de bonne façon. On ne peut pas revenir à l'époque où on va chercher des seaux d'eau à 50 km. Non. Et en même temps, se dire c'est pour notre survie à nous, pour vivre mieux dans notre environnement, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas vivre une fois qu'on aura tout bétonné. Mais peut-être justement dans les médias partout modifier ce message au lieu de dire sauvons la planète parce que ça mènera à rien. Et je voulais aussi rajouter un point sur l'énergie. À mon avis, il n'y a pas d'énergie propre. Toute forme d'énergie, de fabrication d'énergie, crée un impact sur l'environnement. Il y en a qui sont peut-être moins coûteuses en carbone ou qui ont une empreinte moins forte. Mais il ne faut pas jouer à il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes, parce qu'on va vers des choses qui... Il faut un équilibre, une indépendance, et puis peut-être une mixité de sources de consommation. Évidemment, la réduire, la consommation, ça c'est le préalable. Voilà. Alors, deux choses. Vous avez à peu près cerné les balises essentielles de ce débat. Moi, j'ai envie de pointer, pour partir d'une réponse qui fasse synthèse et qui approche après les autres points de référence, bien sûr que nous sommes partie intégrante de la nature, indéniablement. Le seul souci, c'est que chez l'animal, il n'y a pas de culture. Alors que dans l'humanité, il y a la culture. Et c'est ce qui fait la différence avec l'homme. Et non seulement il y a la culture, oui, mais nous avons soi-disant réglé le problème de notre animalité, mais de sa violence, par la parole. Le problème, c'est qu'en plus d'être dans la culture, ces cultures sont multiples, qu'elles soient panthéistes, pour le peu qu'il en reste, animistes, catholiques, musulmanes, avec des références qui sont totalement différentes, voire quelquefois diamétralement opposées. Et donc c'est ce qui crée cette espèce de divergence difficile à fédérer pour créer les conditions d'une solution collective. Mais au-delà de ça, du collectif et de ces multiples facettes de culture, il y a le désir. Les animaux n'ont pas de désir. Les animaux sont animés d'un instinct qui les pousse à manger, se reproduire, et qu'importe leur individu. Nous sommes dans l'individualisme par notre désir, ce qui nous met dans une situation de croyance à toujours vouloir imaginer que nous sommes immortels. Parce que ce désir, il nous pousse à être immortels. Et complètement opposé à cette mortalité que l'animal reconnaît et dont la seule impérieuse nécessité, c'est de dire, comme la plante, je me reproduis, j'essaime. Et moi, c'est pas important. Donc forcément, si je reconnais une forme de ligne directrice dans, on va dire, le biome animal duquel nous appartiendrions, ça ne fait aucun doute, il y a cette grande différence qui fait que nous ne sommes pas sur Terre pour les mêmes raisons. Et quand bien même,
Ma grand-mère me disait, elle avait raison, puisque c'est peut-être pour ça que je me suis rapproché de la nature. Un jour, tu fermeras les yeux et tu les ouvriras plus. J'avais 5 ans. Ça m'a servi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on se garde bien de dire ça à un enfant. On dit, oh là là, faut surtout pas leur dire ça. Hein. Ben, quelque part, de ce savoir mortel, ça aide aussi à cibler le réel et sortir quelquefois du fantasme de la réalité. Parce que la réalité, c'est ce qu'on a instrumentalisé pour se mettre à distance du réel et de la mort. Et c'est notre société qui crée aussi cette distance, l'apologie de la réussite, la société de l'image, les conditions d'aller vite et de ne plus prendre le temps, la finalité avant les moyens. Tout ça, ça met aussi une sorte d'irresponsabilité collective à toujours croire qu'on aura un plan B. Voilà. Et donc forcément, à ce stade de l'humanité, on n'a pas 36 solutions. C'est soit on renoue avec le réel, et on arrive par une sorte de biomimétisme à se servir de la nature pour expliquer que cette impérieuse nécessité, c'est pas d'être soi le plus longtemps possible, mais de faire en sorte que l'espèce humaine perpétue le message, le code génétique, le plus longtemps possible. Alors quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que regardez, l'homme et homme, l'homme ou femme et femme, hein, bien sûr, pas de disparité. Vous vous brûlez une fois, vous dites « oh, ça fait mal ». Ben, vous essayez une deuxième fois quand même. Hein. Très peu n'essayent pas une deuxième fois. Vous fumez, vous savez que vous pouvez aller vers de graves problèmes de santé. Vous arrêtez une fois, arrêtez 2 fois, puis ce grave de problème de santé arrive. Vous arrêtez de fumer. Il y en a qui réessayent même après. Donc vous voyez cette espèce d'humanité qui est pétrie par tout et son contraire, c'est ce qui fait la différence avec l'animal. On va bien sûr avoir de temps en temps une réémergence de notre animalité. Ce qu'on n'arrive pas à expliquer d'ailleurs socialement, puisque quelquefois on veut absolument trancher sur ce que l'être humain peut libérer comme expression animale en lui disant « tu seras coupable », alors qu'il est simplement animal. Mais la société a besoin de faire la part des choses entre le blanc et le noir, le vrai et le faux, et donc ça c'est humain. L'animal, il ne dit pas ça. L'animal, qu'il soit loup ou brebis, il a un chemin qui est tracé. Le loup mange les brebis n'ont jamais mangé de loup. Ou alors, c'est la révolution. Donc ça c'est pour aborder le contexte contradictoire entre ce qui nous est fait exprimer comme un animal et qui malheureusement nous ramène à la culture. Je ne suis pas d'accord. Il y a des énergies dont la balance carbonée, on aura beau faire ce qu'elle veut, quand vous prenez du pétrole, vous libérez non seulement une réserve carbonée dans le sol, et vous la consommez, vous la consumez une deuxième fois. Vous avez la double peine. La biomasse, ça ne marche pas comme ça. La biomasse, c'est la plante qui l'a produite. Quand vous la consumez, effectivement, vous la faites brûler une première fois, mais vous pouvez ne pas la brûler. Vous pouvez la concentrer et avoir un pain de biomasse qui soit tellement concentré que caloriquement, ça représente X puits de pétrole. Et en plus de ça, vous l'avez dans le jardin. C'est ça que ça reproduit pareil, mais la balance, c'est la balance dont je parle, sera beaucoup moindre. Non. C'est pas vrai, parce que quand vous allez le chercher, pour l'extraire, l'uranium, si. Non. On pourrait. On en discutera après si vous voulez. Mais c'est à peu près, c'est à 0,9 moins carboné que du charbon ou du pétrole. Sauf que ce chiffre-là, je le tiens moi de l'ADEME, qui n'est pourtant pas un antinucléaire, hein, même s'il a des solutions alternatives. Il oublie dans son calcul le démantèlement, il n'en a toujours pas reçu. Moi aussi. On va se donner nos mails et on va échanger. On va se donner nos mails, promis.
Oui, bien sûr. Mais Madame a raison dans la mesure où l'usage qu'on fait de l'énergie, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Oui. Oui, oui, le courant est en train de chuter. Entre autres faits convergents, oui. Mais qui a dit tout à l'heure, c'est monsieur, la sobriété énergétique, c'est déjà résoudre à peu près 40% des passoires et donc des besoins en énergie. Quand on a résolu ce problème-là, on a déjà beaucoup moins besoin de produire de l'énergie. Donc ça, c'est important. Mais ça, c'est un choix aussi politique. Moi, j'aurai 82 ans. Vous en aurez 102, j'en aurai 82. Bon, ça va, on se couche. Je crois, mais alors ça c'est très personnel, je crois qu'il y a 2 étages de décision qui sont primordiaux pour que cette marche vers la reconversion de nos vies pour lutter ou ralentir le dérèglement climatique puisse être efficient. C'est le local, le local, le local. C'est pour ça que, c'est pas vous, je vais le dire, hein, vous êtes en résistance, mais il faut s'engager. Il ne faut pas laisser la place à des gens qui n'ont pas cette conscience-là. Parce qu'eux, ils s'en foutent du dérèglement climatique. Et donc, il faut prendre la main et lancer, par ces engagements-là, ouvrir les chemins de la reconversion. Le local, et Dieu sait si les leviers sont importants, parce que quand on prend la main, même si faire de la politique, c'est pas un chemin de tout repos, quelquefois c'est le chemin du dernier repos d'ailleurs, mais ça veut dire qu'on a pris la main et qu'on peut avoir un rapport de force avec les communes à côté qui n'ont pas encore choisi le même chemin. Donc on joue sur un échiquier qui petit à petit fait, malheureusement, comme l'essaim du frelon asiatique, hein, grossit. Donc, il y a le local et il y a l'Europe. L'Europe, c'est un rempart à d'autres blocs qui aujourd'hui n'ont pas encore choisi cette reconversion, que ce soit à l'ouest comme à l'est. Et l'Europe peut être une sorte de grand collectif qui met en route cette reconversion. Donc, moi je pense que localement, déjà, ça peut être des expérimentations. Regardez Corrence. C'est pas la panacée, mais c'est quand même mieux que la déprise agricole. Regardez Grenoble, avec des choix qui quelquefois bousculent, parce qu'on a passé 40 ans à être dans une espèce d'enfumage avec une pollution accrue. Aujourd'hui, on est avec des bus électriques, on est dans des agglomérations qui jouent sur la solidarité, qui ont relancé le mouvement associatif, l'agriculture urbaine, etc. Donc vous voyez, localement, et je prends des villes françaises comme je pourrais prendre des villes européennes, en Suède, en Allemagne, hors du cercle européen en Suisse, ou au Royaume-Uni, où il y a aussi une part prépondérante de sursaut collectif. Donc, bien sûr que notre temps à nous, il est compté, puisque une génération, c'est court, par rapport à l'échelle de temps universelle, hein, c'est clair. Hein. Mais le chantier, et le chantier est tellement beau. Hein. Oui. Oui, bonsoir. Dans votre diaporama, puisqu'on est en Méditerranée, donc j'aimerais revenir là-dessus, vous avez listé comme solution de réhabiliter des couloirs, je sais plus comment des corridors. Des corridors oui. Biologiques, je crois. Écologiques, oui. Sur les zones humides. Ce que je vois à présent, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de remblayer, on est en train de construire dessus, c'est une folie. J'aimerais savoir comment vous voyez les choses, puisqu'une fois qu'elles sont détruites, ces zones humides, on ne peut pas les réhabiliter véritablement. C'est compliqué, effectivement. Et en plus, ça a un double effet. C'est un effet, une double peine, c'est que non seulement on se prive d'un cortège floristique et faunistique qui est unique, qui n'appartient qu'à ce milieu-là, et en plus de ça, les zones humides, on sait que ce sont des lieux de filtration de l'eau, d'une nappe phréatique,
et qui ont une valeur plus que précieuse pour irriguer des bassins tout entiers de zones de plaine ou de piémonts, de petites collines. Il y a normalement un réseau des zones humides en Europe qui joue sur ce phénomène de protection. Mais je n'ai pas voulu aborder ce sujet-là parce que je sais que chez vous, il est assez à vif. Mais de toute façon, il y aura aussi la judiciarisation à prendre comme un élément de combat, de lutte, pour faire valoir le droit à la nature. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Hein. Regardez comme c'est compliqué de faire comprendre à un tribunal administratif que le yotel, ça, c'est un lieu à protéger, ou en tout cas ne pas urbaniser. Hein. Donc la judiciarisation, c'est le temps long, et c'est beaucoup d'énergie, d'engagement, d'argent, de travail sur le fond, et donc aussi de pédagogie, d'éducation, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le sujet du hôtel qui diraient qu'est-ce qui nous emmerde avec leurs conneries là. On ne pourrait pas laisser construire les gens, là, ils ont le droit de construire. Hein. C'est le réflexe en plus. Hein. Bon, eh bien non, il faut argumenter, et c'est un des volets avec la judiciarisation, l'éducation à l'environnement, très tôt, expliquer aux enfants pourquoi le climat c'est important, pourquoi recycler c'est important, pourquoi un papillon, pas plus qu'un autre, est plus important que n'importe quel autre vivant. Et c'est un des volets que malheureusement nous sommes en train de laisser mettre un peu de côté. Ben oui. Oui. Magnifique. Donc, vous... Ah ben, moi, je ne l'ai pas connu, mais... Ouais. Ben, le terrain de polo. Le terrain de polo, c'était une zone humide. Hein ouais. Ouais. Oui, mais c'est symbolique. Oui, mais c'est symbolique. Et puis en plus, c'est une zone tampon qui joue, alors qui n'existe plus, mais qui pourrait être aussi. Oui, tout à fait. Il y avait une question là-bas. Oui, et là-bas aussi. Fait un homme, une femme, ce qu'on appelle. Oui, bonsoir. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si, par hasard, toutes ces théories ne sont pas des théories à court terme. Car quand on réfléchit un peu, qu'on s'aperçoit qu'on est quand même 8 milliards de PNQ sur la Terre, qu'il y en a la moitié qui ne mangent pas leur faim, qu'on a toujours besoin de production, il y a encore de production pour pouvoir satisfaire toutes ces personnes à nourrir, que socialement parlant, ça ne va pas être véritablement possible. Et on a beau faire avancer les technologies telles comme on le veut pour que justement on favorise à la fois peut-être la production, des productions agricoles, etc. Mais moi, à mon avis, on est à côté de la plaque. Ouais. Donc votre solution, c'est... Non, pas. Alors, il y a quand même... Une autre question ? Oui, allez, oui. Un phénomène qui est... Moi, je voulais vous dire simplement qu'il y a les politiques qui peuvent agir, mais il y a aussi les associations sur le plan local. Je parlais de ça aussi. Hein. Voilà. Et qu'il existe dans le Golfe des associations qui essayent d'informer, surtout sur le plan écologique et environnemental. Et j'avais une question à vous poser concernant la plantation qui est très à la mode des palmiers pour remplacer les mûriers, les platanes ou les micocouliers sur certains villages du littoral, sans nommer Sainte-Maxime. Qui, je pense, dans le Golfe, est la ville qui bat les records de non-respect environnemental, avec la construction de la zone des Moulins sur la route du Plan de la Tour, qui a rasé littéralement une colline. Et quand j'ai fait part au maire de mon étonnement qu'il ait eu l'autorisation de pouvoir construire de cette façon-là, il m'a répondu que tout avait été respecté et qu'il avait eu les autorisations. Donc c'est vrai que moi je me pose des questions. Jusqu'où faut-il aller pour que certains élus ne soient plus dans ces attitudes ? Il faut changer d'élu. Il faut changer d'élu. Mais bien sûr, c'est un...
C'est une question centrale. Oui, une question, oui, un propos un peu plus général. Nicolas Hulot, lorsqu'il est parti du gouvernement, a dit la politique des petits pas, ça suffit. Donc on s'aperçoit que c'est très contradictoire, effectivement, parce qu'il faudrait être drastique, mais c'est vrai que nos mentalités ne sont pas prêtes à l'être drastiques. Et donc changer par petits pas, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on se trouve dans une confrontation là entre le petit pas et la manière pure et dure, voilà, pour résoudre l'urgence. Alors, un petit peu, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'éducation, elle est tierce. Hein. C'est en famille, la société et l'école. Hein. Non, c'est l'école aussi, et c'est la famille et la société. Non, moi je ne suis pas d'accord. Il y a un modèle qui aujourd'hui a fait l'épreuve, est à l'épreuve et a fait l'épreuve qu'il nous courait à notre perte. C'est le productivisme. Et la vision d'un monde qui serait effectivement déséquilibré parce que X milliards de personnes n'ont pas le même niveau de vie que X millions, ou X centaines, on va dire plutôt, parce que la disparité est de cet ordre-là. Hein. « 2% des gens de cette planète détiennent 98% des richesses. Et ça, c'est une vision productiviste. C'est-à-dire que tant que je peux, j'amasse. Alors effectivement, il y a ce pacte finance-climat qui pourrait, à un moment donné, faire se corréler la valeur ajoutée financière avec la nécessité de rééquilibrer ses ressources aux besoins d'une humanité solidaire. Ça ne marche pas comme ça. Et quand ça commence à marcher comme ça, parce que la nature de l'homme est comme ça dérape. Même le collectivisme a fait ses preuves. Malheureusement. Donc, localement, c'est les AMAP, c'est les colibris, c'est ces associations qui, à un moment donné, essayent de rééquilibrer, puisque le pouvoir politique n'est que mineur dans cette action possible de rééquilibrage. Mais je considère qu'un type, aussi valeureux soit-il que Pierre Rabhi, qui nous explique que les rendements agricoles peuvent être les mêmes sur peu de terre que lorsqu'on pratique une agriculture conventionnelle, il faut l'entendre comme étant académique d'une nouvelle forme d'agriculture, que ce soit l'agroécologie, la permaculture ou l'agroforesterie. Moi, j'ai souvent des débats avec des gens qui sont là pour défendre de la FNSEA ou d'autres, hein, l'agriculture conventionnelle. Je leur dis, mais avant que le gaz moutarde soit devenu un herbicide, les paysans, ils faisaient comment? Ils étaient tous morts. Ils ne savaient pas cultiver. Et expliquez-moi, les pesticides sont arrivés il y a moins de 100 ans. L'agriculture date de 8000 ans. Alors ça veut dire que pendant 7950 ans, les paysans sont morts de faim. Et qu'ils ont sélectionné des variétés au gré des générations, comme ce blé qui est venu du petit épeautre, qu'on relance d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il règle le problème des cœliaques, hein, contre le gluten. Alors, le gluten étant aussi une raison un peu détournée de la présence des pesticides qui a atteint de manière allergisante nos intestins et autres tubes. Hein. Donc il y a cette possibilité-là, elle existe, et je pense que ça va être un peu raide de ce que je vais vous dire, il va y avoir une sélection naturelle. Dans l'histoire de l'humanité, les populations sont montées et sont redescendues. Hein. J'espère des plus intelligents, pas des plus riches. C'est un postulat. Moi, j'imagine que ce sont ceux qui auront trouvé la solution pour être dans la subsistance et l'autarcie, retrouver des limites qui soient pas forcément des frontières fermées, mais des territoires qui soient pertinents pour associer la nature à la culture. Mais oui, bien sûr. On n'entend pas devant.
Et derrière, à côté de chez Bergon, je ne sais pas si vous connaissez le secteur, on vient aussi d'autoriser des constructions pas possibles. Or, j'ai observé une chose, c'est que toutes les terres qui sont ressorties de cet endroit-là sont des terres d'une culture extraordinaire. C'est de la terre végétale, etc. On est en train de foutre tout ça en l'air, ils mettent du béton. Bon, alors, ça c'est un exemple local qui n'est pas très important, mais multiplier ça par le nombre d'endroits où ça se produit, comme actuellement aussi du côté de Pierre et Vacances, un petit peu au-dessous de Grimaud, je me suis rendu compte cet après-midi qu'il y a toujours en pagaille. Alors, on parle de sélectionner les constructions, de conserver des terres, etc. Ça commence où et ça s'arrête où? Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais entre les années 90 et aujourd'hui, n'importe quelle association loi 1901 pouvait déposer un recours. Aujourd'hui, il faut être une fédération. On est en pleine ère liberticide, y compris pour le contre-pouvoir démocratique. Et quand je dis ça, les gens me disent, mais non, quand même, par rapport aux années 70, vous rigolez? Il n'y a pas plus liberticide que l'époque que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre. Hein? Si vous me le permettez une dernière fois, puis après je me tais. Oui, c'est vrai que vous parlez beaucoup. J'ajouterais que justement, il y a un haras qui est en train de se faire. On a relevé le terrain d'à peu près 1 mètre du niveau naturel. On a interdit le permis de construire à ce monsieur, je vais pas dire qui c'est, parce qu'on va encore dire que je fais de la xénophobie. Parce que ça, c'est pas mérité, parce que c'est un homme d'affaires comme les autres. Voilà. Surélever le terrain d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, enfin grosso modo à l'œil, qui a entamé la construction d'un haras. Le maire de Grimaud a voulu le stopper, mais on s'aperçoit que ce monsieur continue quand même à produire son installation. Hein, mais c'est pour ça qu'il faut avoir les reins solides quand on est une association, pas vrai Alain, hein, être toujours sur le qui-vive, savoir rédiger un référé suspensif, être dans les tribunaux administratifs le jour de l'audience, parce que quelque part, si on n'y est pas, on ne met pas la pression au tribunal. Enfin, moi, je l'ai vécu avec une dame qui s'appelle toujours Martine Lafontaine, hein, qui est une présidente d'association sur le secteur de Bormes et du Lavandou, qui a dédié sa vie, c'est pas peu dire, à la protection de l'environnement, et qui a fait que le Lavandou n'a pas été autant urbanisé que Cavalère, par exemple. Mais quel travail d'arrache-pied, tout le temps, à être là, à rédiger des mémoires, à reprendre les jurisprudences. On n'est pas beaucoup, enfin, on est peu comme ça, effectivement. Et quand on est aussi actif et efficient, on peut aussi échouer. Vite fait. Attendez, il y a quelqu'un qui a demandé. Il y a une dame qui... Respectez un peu l'ordre de prise de parole. Oui, vite fait avant de passer le micro. Concernant les pins... N'ayez pas peur, on veille, on le surveille. Non, mais je sais qu'il y a une dame qui attend aussi. Concernant les pins, ici, je pensais qu'ils étaient protégés, les pins maritimes. Et il y a plusieurs pins qui ont été coupés, mais voilà, c'est assez choquant. Donc, est-ce que vous nous conseillez de faire des pétitions? Est-ce que... Voilà. Alors, entre autres. Je passe le micro. Sur le statut de l'arbre, vous voyez, c'est quelque chose qui est... Moi, en tant que naturaliste, j'ai toujours rêvé un jour d'avoir un mandat local pour prendre un arrêté ou une délibération pour dire les arbres ne sont plus coupés sans qu'il y ait une expertise, à moins d'être jugés dangereux ou éventuellement rentrer dans le dispositif de la loi paysage, parce que la loi paysage est une loi de 93 qui existe. Vous coupez un arbre, normalement, vous devez en replanter 3. Voilà. Et j'estime qu'avec le dérèglement climatique, ça devrait être 5, hein, pas 3. Parce que c'est les puits de carbone à venir. Même si c'est des petits arbres, comme disait Syntex, un baobab, avant d'être grand, ça commence par être petit. Hein. Donc il faut des arbres qui soient petits en devenir d'être grands. Donc si l'arbre ne suffit pas, parce qu'effectivement il n'a pas de statut de protection, comme je vous le disais tout à l'heure, vous regardez s'il n'y a pas un oiseau. Imaginez qu'il y ait une huppe faciée qui se soit posée, vous la prenez en photo, vous avez protégé l'arbre. C'est tout bête. Mais ça, le tribunal le reconnaît. Ben ouais, ça a été pas reconnu. Pour lesquels, pour les... Ouais, c'est pas normal, parce que... Il y a eu quoi, un avis du Conseil général de la nature pour que ces tortues ne soient pas reconnues? Parce que franchement, la tortue d'Hermann, elle est directive 1, quoi. Hein. Oui, c'est le cas de... Non, ça n'a pas été reconnu comme un habitat... Ah, d'accord.
naturel de la tortue d'Hermann, même si ce bois était peuplé de tortues d'Hermann. D'accord. Les palmiers. Qui c'est qui avait posé la question sur les palmiers? C'est la Société du spectacle. Guy Debord devrait faire trois tours dans son cercueil parce que c'est insupportable. Un palmier, je ne dis pas qu'il ne sert pas à grand-chose. Il est une carte postale, il peut être très beau avec d'autres sujets, mais il y a tant à planter avant un palmier pour remettre au goût du jour ces arbres d'alignement en Provence qui sont des centaines et des centaines d'espèces autres que cette herbe, parce que c'est une herbe en plus, qui a une durée de vie limitée, qui ne procure pas d'ombre, qui est effectivement un habitat, parce que c'est une grande diversité. Un palmier, c'est à peu près 300 à 400 éléments vivants différents. On ne les voit pas, hein, ça part du lichen au mousse, en passant par les myriapodes, les coléoptères, etc. Et les rats, oui, bien sûr. Hein, les étourneaux, hein, donc il y a du monde qui vit là. Hein, mais à côté d'un platane, c'est beaucoup moins. Hein, voilà. Donc, et puis, si je vous racontais mes aventures de paysagiste avec les élus qui me demandent de planter des arbres dont les feuilles ne tombent pas, alors je leur dis, mais vous savez que même quand on plante des arbres à feuillage persistant, les feuilles tombent. Oh, c'est pas vrai. Je dis, oui, pas tout en même temps, mais tout au long de l'année. C'est pas possible. Oui. Donc ils plantent des palmiers. Alors moi, je voulais juste vous dire qu'on veut bien résister, mais c'est quelquefois très difficile, et qu'on a vraiment, en tant qu'association, très souvent des bâtons dans les roues, y compris des élus, quand on organise des débats, qu'on nous reproche d'organiser. Alors je pense que les élus sont des gens, dans l'ensemble, qui ont des égos surdimensionnés, et qui sont furieux quand les initiatives ne viennent pas d'eux, et vous font le reproche d'organiser des débats avec des professionnels, des élus qui viennent d'ailleurs, du département, mais un peu plus haut que le littoral. C'est une spéciale dédicace, ça, non? Non? C'est une spéciale dédicace, ça, non? Ouais. Il fallait lire entre les lignes. Un élu doit rester militant. Quand il reste militant, il a encore un lien avec la base. Quand il est plus qu'élu, il n'a plus aucun lien avec la base. Non, il y a une dame qui veut parler. Vas-y. Bon, si ça vous amuse, je peux arrêter. Non, mais non. Mais il n'y a pas de loi en France concernant les protections historiques. Quand on dit on va protéger tel bâtiment qui va être monument historique, il n'y a pas de loi pour les arbres à propos de les classer monuments historiques. Et il y a des arbres en France où il y a des associations qui manifestent pour des arbres absolument extraordinaires. Et il n'y a pas de loi pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Alors il y a un biais qui est pas mal. Quand si on n'a pas d'oiseaux, parce que ça peut arriver, il n'y a pas d'oiseaux. Hein. Bon, c'est moche, hein, mais ça arrive. Vous avez un permis de construire qui a été déposé il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Sur le permis de construire que vous pouvez retrouver normalement en mairie, si l'archi s'est bien faite au service urbanisme, et sur ce plan, vous avez des arbres qui ont une valeur réglementaire. Parce que vous vous rappelez, quand vous avez déposé votre permis, on vous avait dit attention, il faudra X arbres sur le parking pour faire de l'ombre, il faudra X mètres carrés pour l'aire de jeu des enfants, qui quelquefois d'ailleurs ne sont absolument pas respectés, comme s'il n'y avait pas d'enfants sur le littoral méditerranéen pour jouer dans les projets résidentiels, parce que la plupart du temps on les zappe. Donc vous retrouvez l'arbre en question et vous dites, mais cet arbre on ne peut pas le couper, il est partie intégrante du permis de construire. C'est une jurisprudence possible. Hein, vous pouvez faire valoir cette jurisprudence-là. Et vous ne coupez pas l'arbre. Alors, j'allais revenir justement à ce problème d'ombre. Oui. Nous vivons dans un endroit assez tempéré. Il fait très très chaud et on a de moins en moins d'arbres. Et on a de moins en moins d'ombre. Et on a du mal à trouver la fraîcheur. Et les gens installent de plus en plus de climatisation. Tout à fait.
Vous cherchez l'erreur. C'est le paradoxe. Vous voyez, c'est le paradoxe parce que là aussi, comme si la mémoire nous faisait défaut, il m'arrive souvent d'être en prise avec les services forestiers des villes qui flippaient, mais alors flippaient au possible par les risques d'incendie de forêt, appliquent un arrêté préfectoral qui est tout aussi flippant. C'est-à-dire qu'en gros, si vous habitez une forêt peuplée de chênes, enfin, en tout cas mixte, avec des essences extraordinaires, vous pouvez en deux temps, 3 coups de débroussailleuse vous retrouver dans le désert du Gobi. Au seul prétexte qu'il faut que chaque arbre ait le roupier à 6 mètres, que vous ayez fait un choix, alors c'est plus artistique, hein, entre raser le maquis pour garder que les arbres, ou couper tous les arbres pour garder un maquis que vous avez espacé de manière à ce que le feu, soi-disant, se propage le plus lentement possible, ce qui est une aberration totale. Quand vous avez un Mistral à 120 km/h, ça l'accélère, parce que vous avez plus d'oxygène. Donc moi je me suis confronté plusieurs fois à des services, que ce soit à Bormes, à la Londe ou ailleurs, surtout après les incendies de 2017. On m'a dit que j'étais inconscient, que je voulais la mort du mitage de l'urbanisation en zone forestière. Et je leur ai dit, mais alors, comment vivaient les gens autrefois, puisqu'ils avaient tous ou un mûrier qui faisait des feuilles en été, ou un cyprès à côté de la maison. Ils avaient en tout cas cette habitude-là, parce que c'était en lien à la fois avec, ils ne le nommaient pas comme ça, un besoin bioclimatique, ou un lien avec leurs activités, puisque pour le mûrier, c'était le verre à soie, le tilleul, c'était pour l'infusion, ou le miel, bref. Eh bien, impossible de répondre. On a coupé à peu près 1500 ans d'histoire de cette nature avec l'homme, et aujourd'hui, on est dans l'artificialisation, l'aseptisation, et surtout le sécuritaire, puisqu'en gros, pas de bras, pas de chocolat. Moi, j'ai dit un jour au capitaine des pompiers, M. Gola à Cavalère, je dis, vous savez, un jour, plus de forêt, plus de pompiers. Il m'a dit, oui, c'est vrai, vous avez raison quand même. Je dis, mais vous êtes en train de déraper complètement. Alors qu'il y a des plans de gestion alvéolaires qui marchent très très bien, où, de manière intermittente, on vient créer des poches sans nuire à ces fameux corridors écologiques qui sont nécessaires pour la circulation des espèces. Pourquoi il n'y a plus d'abeilles? Pourquoi il n'y a plus d'oiseaux? Parce qu'il n'y a plus de corridor écologique, en plus des produits. Voilà. Mireille. Oui, alors c'est Mireille, et c'est... Je suis trop près du... Alors donc c'est Place Publique qui a fait venir Monsieur Félicia, mais c'est Mireille qui depuis 1 an essaie de faire venir Monsieur Félicia. Parce que Monsieur Félicia, c'est un homme très demandé, donc ça fait 1 an que chaque mois à peu près, je l'ai relancé pour qu'il vienne. Et je l'ai tanné au téléphone, par mail, et je suis très contente qu'il soit là. Vous m'entendez là? Oui, oui. Je suis très contente qu'il soit là parce que c'est vrai qu'il s'est révélé passionnant. Alors il y avait des tas de gens qui m'avaient dit « tu verras, il est excellent, il est passionnant ». Mais moi je me disais « Monsieur Félicia, c'est comme l'Arlésienne, on ne le voit jamais ». Eh bien il est là, il a été passionnant. Et ce que je voudrais rajouter, alors je suis debout, ça me gêne par rapport à vous qui étiez tous assis, c'est que je pense que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une volonté citoyenne. C'est vrai, c'est une volonté de chacun d'entre nous. C'est une volonté des associations aussi. Je suis persuadée que c'est une volonté politique. Et je voudrais que quand vous allez aller voter, que ce soit pour les européennes ou pour les municipales, vous y pensiez. Parce que c'est bien beau d'élire quelqu'un qui est beau, qui communique bien, mais plutôt pensez à élire des gens. Pensez à élire une équipe, par exemple, une équipe qui a travaillé, qui s'est intéressée, qui a calculé comment faire à l'échelle locale pour lutter contre le dérèglement climatique. Je voulais vous dire aussi qu'il faut penser que quand on était jeune et qu'on arrivait à un endroit, on a tous voulu construire notre maison. Et à ce moment-là, si on nous avait dit « Ah non, coupez pas les arbres, ah non, vous n'allez pas faire construire », on aurait dit « Mais qu'est-ce que c'est ces vieux-là qui nous empêchent de construire alors qu'ils ont leur maison ?» Donc moi, ce que je propose, comme d'habitude, c'est qu'on travaille en équipe, autour d'une table, et qu'on dise, voilà, ça, il ne faut pas le faire pour l'environnement, mais
quand même, on va regarder où on peut construire ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes qui arrivent, pour les accueillir, tout en protégeant l'environnement. Je crois que c'est possible, je crois que c'est une volonté politique et je crois qu'il faudra y penser très prochainement. En parlant d'urbanisme, il y a le problème des résidences secondaires. Est-ce que a-t-on vraiment le droit moral d'avoir 2 résidences? Déménager, c'est possible, on peut changer d'endroit, mais avoir 2 résidences, je ne sais pas. Comme j'aime pas être prisonnier, je levais là. Est-ce que vous avez idée de ce qu'est le pourcentage de résidences principales à Cogolin sur l'ensemble du parc immobilier? On est ici à Cogolin, mais c'est un peu une commune à part par rapport à beaucoup d'autres communes littorales. On est à peu près équilibré entre résidences principales et résidences secondaires. Par contre, il y a d'autres communes voisines où on a un taux de résidence secondaire de 70%. Et là, on est dans des choix 77, même, vous voyez, je suis modeste pour certaines, 80% dans d'autres. Moi, je parlais de quelques communes. Est-ce que vous avez idée, c'est les jeux des devinettes à la fin, on se détend un peu, hein, combien y a-t-il de résidences en France sur les 60 millions d'habitants? Alors 60 millions d'habitants, qu'il faut ramener à peu près à 42, hein, puisque c'est à peu près la proportion conséquente des ménages. Hein. Il y a 42 millions de ménages. Est-ce que vous savez combien il y a de logements en France? Tout compris. Il y en a 256 millions. Autrement dit, il y en a 6 fois plus que ce qu'il y a de ménages. Voilà. Ça veut dire que quand on nous vend le grand plan de construction de logements parce qu'il en manque, c'est une vraie gabegie. Hein, il n'en manque pas. Il y en a qui en ont plusieurs. Alors s'ils les habitent tous en même temps, c'est un peu comme un hologramme, ça. Hein. Et ils les habitent virtuellement. Mais ça veut dire qu'ils occupent cet espace-là, qui aurait pu être un espace ou agricole ou naturel. Et moi, je considère, vous allez me prendre pour un extrême gauchiste forcené, qu'à ce titre-là, ils pourraient être beaucoup plus fiscalisés que ceux qui n'en ont qu'un. Justement pour reverser à la collectivité et aider celles et ceux qui n'en ont pas à accéder peut-être à la propriété. Parce que quand vous êtes propriétaire, c'est pas pareil que d'être locataire. Oui, bonsoir. Oui, il faut savoir quand même que dans notre région, les résidences secondaires, même si elles sont nombreuses, c'est quand même toute notre économie aussi. Et donc, s'en passer, c'est vraiment pas possible. Il y a beaucoup de retraités qui sont ici, en plus, j'en vois beaucoup, et ils ont bénéficié à une époque de toute cette manne de tourisme qui vient au bord de mer, profiter du soleil. Et donc, il faut travailler aussi avec eux pour voir au niveau des jardins, au niveau de tout ça, si là, il n'y aurait pas peut-être des pistes, parce que les jardins sont, dans ces villas sont somptueux, ils consomment beaucoup d'eau, beaucoup de choses comme ça, mais peut-être pas rejeter tout, en fait. C'est l'économie quand même de notre région. Juste, je voudrais... La question, de mon point de vue, c'est pas de remettre en cause systématiquement les résidences secondaires, mais par contre, c'est le déséquilibre qui s'est créé dans notre région, où on ne satisfait pas les résidences permanentes pour des actifs, qui partent d'ailleurs, hein, qui ne restent pas sur le territoire, et où par contre, on a tout mis dans le parc de résidences secondaires. Et ce déséquilibre, il a des conséquences très néfastes sur le plan environnemental,
Nous, on le sait bien sur les consommations d'eau qui sont multipliées par 5 en été, mais il faut savoir que tous les services induits, les ordures, l'assainissement, doivent faire face aussi à cette situation pour des gens qui, quelque part, ne travaillent pas et n'habitent pas. Donc l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut supprimer les résidences secondaires, mais peut-être s'orienter vers de nouvelles politiques qui privilégient le logement des actifs et un développement équilibré sur ce territoire. Je ne partage pas votre avis, même si je travaille pour beaucoup de résidences secondaires, mais si je suis honnête intellectuellement, je peux vous dire que la flambée de ces résidences secondaires entre les années 70 et les années 2000 a créé les conditions d'un désordre global par rapport à la loi de l'offre et de la demande du logement. J'ai des salariés qui viennent travailler au Lavandou, qui font quelquefois 80 km par jour parce qu'ils ne peuvent pas se loger, étant donné que le loyer aujourd'hui représente plus de la moitié de leur salaire. Donc c'est juste inadmissible. Il ne s'agit pas d'être dans une vision politique plus à gauche qu'à droite, c'est simplement la réalité économique. Et ces résidences secondaires, la plupart du temps, sont venues aussi occuper des terres agricoles, avec des valeurs agronomiques avérées. Autrement dit, quand on n'aura plus rien à manger, on mangera pas des agglos. Mais c'est un photo politique, ça. Elles sont là. Mais c'est pas virtuel. Elles sont construites depuis des années. Ça a été des politiques qui ont été versées. Maintenant, elles sont là, on ne peut pas les raser. On est d'accord, mais vous allez voir que selon où ces maisons se trouvent, et notamment je pense à des lits majeurs de ruisseaux côtiers, c'est pas nous qui les enlèverons. Elles s'enlèveront toutes seules. Parce qu'au bout d'un moment, à force d'être inondées au Bataillé, au Maravenne, à la Giscle, au Pansard, etc. Oui, les gens vont dire, mais pourquoi on n'a pas dit là pour le court terme? Ça, cette économie-là, elle est catastrophique. Alors, je n'ai pas la solution, mais il y existe des alternatives et je pense qu'il faut vraiment aller vers une révolution de notre façon d'habiter la Terre. Il existe simplement des personnes qui échangent leurs habitats lorsqu'ils viennent en vacances. C'est une solution. Il y en a d'autres. Il faut vraiment réfléchir à ça. On peut pas étendre le béton éternellement. Donc voilà, il y a sûrement d'autres personnes qui pratiquent d'autres façons d'habiter la Terre. Et voilà, il faut vraiment aller vers ça, je pense, dans l'urgence. C'est du covoiturage, c'est tout ce qui s'invente de manière citoyenne, en fait, et qui après est relayé par les pouvoirs publics. On leur donne la méthode, et après ils l'appliquent et ça devient carrément tant pis s'ils l'appliquent de manière un peu démagogue. Ça peut être une amorce. Hein. Il y a aussi cette éducation populaire qui est partout, on a parlé tout à l'heure, c'est très important. Aller au Lavant, je voyais ce côté qui était à la fois dans l'émancipation et aussi dans l'éveil conscient de ce que ça veut dire vivre ensemble. On l'a tous, ce truc-là. Alors il faut aller dans des alternatives pédagogiques. Steiner, Montessori, etc. C'est ridicule. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, ce sont les habitations qui ne sont pas restaurées et qui sont laissées à l'abandon et qu'on pourrait reprendre, d'abord parce qu'elles sont belles, elles sont bien situées, et au lieu de construire des choses moches et mal situées. C'est une réquisition, mais ça ne touche qu'aux habitats insalubres, malheureusement. Oui, mais... C'est vrai. Et c'est dur comme mesure. Faut tenter. Et la beauté de la National 7 qui avait tous ces beaux platanes, que maintenant on les coupe parce que de temps en temps il y a un vent. Oui. Ils traversent la route les platanes. Et puis les autoroutes, quelle est la différence? C'est vrai qu'il y avait tous ces arbres qu'au moins l'été, s'il y avait une chose, les voitures étaient déjà à l'ombre. Et vous savez d'où vient cette tradition lyonnaise de planter les bords de la National 7. La National 7, c'était une traversée du territoire national très ancienne, du XIIIe siècle. C'était appelé la voie royale. Essentiellement, c'était beaucoup plus facile de planter des arbres à cet endroit-là pour les couper et les charger sur la charrette. C'est Colbert qui avait accentué d'ailleurs la
plantation des bords de la Mort Royale pour, à l'époque, construire des bateaux. Seulement de chêne rouge ou de chêne plus blanc, pubescent de Méditerranée. Donc c'est devenu après un élément d'ombrage. Mais au départ, c'était beaucoup plus fonctionnel. Donc voilà, on regarde la structure. Avez-vous d'autres questions? C'était déjà bien riche. Hein, c'est pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Tu regrettes pas d'être venu? Bon, tu reviendras. En tout cas, encore un grand merci. Un grand merci à Mireille parce qu'elle a été très persévérante. Voilà. Un grand merci, Jean-Laurent. Moi, quand tu as fait ton exposé, ça m'a fait revenir 15 ans en arrière. Il y avait un autre conférencier comme toi qui parlait du changement climatique déjà, mais on n'en était pas aussi conscient, même si ça démarrait, et qui disait le changement climatique, il utilisait cette image, c'est une voiture, on est tous dedans et on va dans un mur, mais par contre on met la tête sous le volant pour ne pas voir le mur. Et il disait, mais de toute façon, ça n'empêche pas le mur d'être là. Et il disait, il est urgent de lever la tête, déjà pour voir le mur en face, et pour pouvoir freiner, ralentir. Et freiner, ralentir, c'est effectivement freiner les émissions à gaz à effet de serre, c'est changer nos habitudes alimentaires, c'est un peu tout ce qui s'est dit et qui a été échangé ce soir. Donc je sais que dans la salle, il y a une majorité de gens comme vous qui conduisent avec la tête au-dessus du volant. Et je veux dire que je repars optimiste malgré toutes les difficultés. Je repars optimiste parce que vous avez parlé de ces associations qui ont des difficultés, mais je pense que c'est par là que viendront les changements. C'est aussi ces nouvelles générations, ces jeunes qui prennent la parole et qui osent dire qu'il faut vraiment changer nos habitudes. Et ces métamorphoses, ça ne va pas se faire brutalement, mais elles vont forcément aller dans une direction beaucoup plus favorable. Ça, c'est ma version optimiste. Ma version pessimiste, c'est qu'il y faudrait une éducation mieux adaptée à ces questions de changement climatique. Et quand je dis ça, je ne mets pas en accusation l'école, parce que l'éducation, ce n'est pas que l'école, c'est tous les partenaires, les élus, les associations. Et cette éducation au territoire me paraît de plus en plus indispensable. Inscrire cette éducation dans la réalité vivante d'un territoire, la réalité vécue aussi, permet d'avoir une approche plus affective de cette réalité. Et c'est ça qui fait changer les représentations mentales. Ce n'est pas les injonctions venues d'en haut ou globales où on vous explique en théorie et techniquement les changements climatiques. C'est prendre conscience sur son territoire qu'il y a effectivement des enjeux, de belles choses à préserver, un environnement à préserver. Et donc, le volet qui me paraît un peu déficitaire aujourd'hui, tu en as parlé, mais c'est une éducation véritablement adaptée et qui aborde ces questions de changement climatique. Même dans les universités, à part les approches techniciennes, mais il y a très peu d'enseignement ou d'unités de valeur consacrées à ces questions de changement climatique. Mais tout ça, et pourquoi je parle de l'éducation? Parce qu'on voit bien que l'enjeu, c'est de changer nos représentations mentales du monde, de jeter un regard nouveau sur ce monde qui nous entoure, parce qu'on a eu toujours tendance à vouloir le dominer et exploiter ses ressources. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il s'agit d'établir une autre relation avec cet environnement. Et pour y arriver, je pense, pour ces changements de comportement, l'éducation, tu le sais, c'est mon dada, est un des leviers majeurs pour accompagner ce processus. En tout cas, merci à vous pour cette belle participation, pour ces échanges très, très enrichissants. Et alors, oui, on avait 2 rendez-vous à vous donner de place publique, si on peut faire un peu de... Ici, voilà. Donc la prochaine rencontre aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à la Bastille de Pisan. Vous voyez qu'on est très éclectique à place publique. On allie le futur et les traditions. Donc l'histoire des bravades qui nous sera racontée par un spécialiste, Bernard Romagnan. Et puis, Mireille a évoqué l'échéance européenne. Donc on a voulu apporter là aussi notre contribution à la réflexion sur les enjeux européens et l'importance de ces enjeux en accueillant une troupe de théâtre, c'est original, qui se produira le mardi 7 mai 2019 à l'espace Albert Raphaël. Je remercie la mairie de Ramatuelle puisque la mairie de Cogolin nous a refusé la salle. Et donc c'est une pièce de théâtre, 6 personnages en quête d'Europe.
où il va y avoir, ça va être sur la scène des controverses sur le sujet européen, mais qui permettront d'en débattre après et de réfléchir aussi à tous ces enjeux. Voilà, merci beaucoup. Et puis revenez à nos rencontres si celle-ci vous a intéressé. Bonne soirée à tous.